Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci Jean-Paul pour l'invitation, merci de continuer tous ces ciné-clubs du mercredi, c'est précieux, moi je les écoute, ceux auxquels je ne suis pas, je les écoute. Bonne année, tous mes vœux à tous, et pour moi la présentation d'Elle et lui, donc version 1939, c'est un peu c'est un peu mes étrennes pour vous dans ce cycle mélodrame, puisque vous allez voir que c'est un mélodrame, mais c'est aussi une comédie sentimentale ou une comédie même screwball au début. Donc, il y a un peu tout. Et le film fait figure d'exception. Il fait aussi figure d'exception parce que, comme vous le savez sans doute, si vous avez vu une version en couleur avec Cary Grant et Deborah Kerr de 1958 du même Léo Macaré, c'est l'un de ces assez rares auto-remakes hollywoodiens, la version de 58. Mais nous, on vous présente donc cette première version. Alors, la dernière fois, on a présenté Stella Dallas de King Vidor et quelques personnes m'ont fait remarquer, on a assez peu parlé finalement de la photographie de ce film, mais quelques personnes en aparté m'ont dit que le film leur restait aussi un petit peu dans l'œil grâce à sa photographie. Eh bien, le directeur de la photo de ce film-ci, c'est le même Rudolf Maté, incroyable directeur de la photo, qui ne fait pas de grands effets, mais qui a par exemple tourné en 1928 La Passion de Jeanne d'Arc pour Dreyer, voilà, qui a signé l'image de beaucoup de grands films hollywoodiens par la suite quand il est venu aux États-Unis, notamment To Be or Not To Be, qui était aussi dans l'un de nos cycles ces précédentes années, dans le cycle Lubitsch Wilder. Ce film-ci, que vous dire sinon que sur ses acteurs, Irene Dunne, c'est l'une de mes actrices préférées du cinéma classique hollywoodien, mais un peu oubliée. Elle a commencé assez tard dans sa vie, enfin à l'âge de 31 ans au cinéma. Tard, ne le prenez pas mal, mais du coup elle a duré un peu plus longtemps et elle a permis à des personnages féminins d'avoir des rôles un peu plus mûrs, mais surtout elle a beaucoup tourné au début des années 30 dans des mélodrames, dont un film qui s'appelle Histoire d'un amour, en français Backstreet, de John Stahl, et c'est vraiment l'archétype du mélodrame. Elle y joue une femme tout simplement qui est ce qu'on appelle une backstreet wife, c'est-à-dire la maîtresse d'un homme qui va la garder un peu sous le coude toute sa vie, mais qui choisit elle de se conformer à cela, de s'accommoder de cette situation. Donc mélodrame un peu archétypal. Et vous allez voir que Macaré, c'est tout autre chose. Et il va utiliser le talent, et vous allez le voir à l'œuvre, de cette comédienne et son côté un peu pointu pour plutôt exploiter son aspect comique. Et si vous avez vu le film du même Léo Macaré de 1937, Cette sacrée vérité, ou en tout cas les extraits qu'il m'est arrivé de projeter au cours de ces cycles, vous savez que c'est une actrice comique qui a un grand talent et qui a aussi un talent lyrique, puisqu'elle a été formée avec une voix de soprane, mais elle n'a pas pu faire de l'opéra. En face, par contre, je pense que vous le connaissez, c'est le français Charles Boyer, qui, j'ai l'impression de parler d'un cheval dans une course hippique. Donc je vais faire court, mais effectivement Charles Boyer. Mais je me demandais en venant pourquoi on connaissait plus Charles Boyer. En fait, moi je ne l'ai pas vu dans beaucoup de films finalement. Donc peut-être Meyerling. C'est quelqu'un qui a fait l'aller-retour entre la France et Hollywood à partir de 1929. Il était rappelé par Hollywood, puis il revenait, puis il était rappelé. Il y a un très bon film, un peu méconnu, de Fritz Lang, 1934, qui s'appelle Lilium, avec lui, où il a une marinière, il a fière allure. Et puis, bien sûr, un film qu'on a peut-être passé, qui est La folle ingénue de Lubitsch, mais non, alors on le passera. Plus tard, presque 10 ans après ce film-ci, mais en tout cas, Charles Boyer, me semble-t-il, c'est plutôt un acteur dont on connaît le visage et qui est l'un de ces Français d'Hollywood, c'est-à-dire pour lesquels les scénarios hollywoodiens s'adaptent pour faire que il a le charme français, il a l'accent, et vous allez voir qu'ici dans le rôle de Michel Marnet,
On joue aussi de sa francité, un peu comme son prédécesseur Maurice Chevalier, mais de manière, disons, plus distinguée et élégante. Bon, j'ai pas l'habitude de faire des longues présentations, excusez-moi, c'est le début d'année. Je vous souhaite un bon film et puis on reparle et de Mac Carey et de son rythme, son sens du rythme, la mise en scène, etc. Surtout du mélodrame et de ce qui se produit dans ce film-ci. Et qui est la grande affaire de Léo Mac Carey, enfin ce qui arrive aux êtres. Il me semble que ce cinéaste, malgré le côté apparemment très hétéroclite, disons, très, très vaste, très varié de sa filmographie, puisqu'il a commencé dans le muet, a en fait un seul sujet au fond, c'est le couple, la formation du couple, mais aussi la formation des individus à l'intérieur de cette dynamique du couple. Je rappelle que Léo Mac Carey, c'est lui qui a eu l'idée d'apparier Laurel et Hardy dans sa période muette comique. Voilà, je vous souhaite un bon film et je vous dis à tout à l'heure. On verra si un film qui se termine par un éclat de rire, c'est un mélodrame ou pas. On pourra peut-être en discuter. Au lieu de se terminer sur un baiser hollywoodien attendu. Alors, en tout cas, ce qui est la particularité de Mac Carey, c'est que le film, en tout cas, comme je le disais, mêle la comédie et le drame sentimental, sauf qu'en fait, il ne le mêle pas vraiment. Il y a une sorte de crescendo vers le mélodrame. Et il me semble que c'est assez net, avec cette netteté des films des années 30, assez sec finalement. On va peut-être en reparler parce que pour ceux qui ont suivi le cycle Capra, où il y a une rapidité, il y a une netteté, mais qui passe par un rythme accéléré des dialogues, et là c'est pas du tout ça. C'est une sorte d'autre musique, mais elle est proche aussi de Capra par d'autres. Il est proche, Mac Carey, de Capra par d'autres aspects, mais pas par celui du rythme. Et il me semble quand même que dans le film, le point de bascule, à partir de quand on s'envole vers le mélodrame, à partir de la comédie, c'est assez net, puisqu'il y a des parties très, très claires. Il y a la partie sur le bateau, sur le paquebot, et puis ensuite il y a Madère, et il me semble que c'est évidemment là le point de bascule. Et puis ensuite il y a toute la partie où ils s'attendent avec espoir, et puis la partie où l'accident est arrivé. Donc c'est assez marqué dans le film. Peut-être qu'on peut partir de ce moment, de cette mise en suspens qu'est la partie chez la grand-mère. Il me semble que c'est vraiment un point de bascule très, très bien trouvé et très bien mis en scène. Pourquoi ? Parce que il me semble que c'est à ce moment-là qu'on pourrait dire que l'espace rencontre le temps. Alors c'est des mots très abstraits, mais je me disais ça en le revoyant, mais je m'explique. En fait, tout le film joue avec la question de la verticalité. Vous serez d'accord que, bien sûr, le point de rendez-vous, l'Empire State Building, voilà, qu'on revoit plusieurs fois et qu'on voit dans le reflet de la fenêtre également. Voilà, cette verticalité, elle est en fait là, présente aussi dès l'arrivée sur le bateau de Michel Marnet. Vous vous souvenez que tout le monde le cherche dans cette pièce du bateau, ça n'est pas lui, ça n'est pas l'autre, etc. Et il arrive en descendant l'escalier, il arrive verticalement. Alors il le descend sans doute parce que aussi quand même peut-être c'est un type c'est une sorte de playboy mondain qui se laisse un peu aller, qui se laisse un peu dégringoler à la va comme je te pousse, disons, dans sa vie facile avec les femmes. La grand-mère y reviendra, un jour il faudra qu'il paye l'addition. Mais en tout cas, il y a tout ce jeu sur la verticalité et évidemment, à partir de la rencontre amoureuse, sur l'élévation, à la fois amoureuse, mais évidemment aussi spirituelle. Alors, je ne l'ai pas dit, mais Mac Carey, c'était un catholique. Irene Dunne, l'actrice aussi, d'ailleurs. Et bien sûr, il y a ce moment de la chapelle. Quand ils arrivent chez la grand-mère, elle n'est pas dans sa maison, elle est dans sa chapelle. Et donc, il y a cette dimension, disons, d'élévation, à la fois spirituelle et à la fois l'amour comme étant possiblement cette élévation, mais
avec un côté aussi cocasse, puisque au lieu d'être peintre, d'être artiste peintre, pour gagner sa croûte, il est en haut, mais il est en haut d'un échafaudage. Et bien sûr, cette question de la verticalité, elle se fracture au moment de la chute. Elle n'arrive pas, elle, à monter au point de rendez-vous. Et bon, je ne sais pas comment vous le percevez. Alors, on peut trouver que c'est de l'ordre du mélodrame, de la péripétie difficile à croire, trop commode pour créer une situation mélodramatique. Il me semble en tout cas plus intéressant de sentir, je dirais, le poids du corps de cette chute. C'est-à-dire que tout serait quand même trop net si les deux se retrouvaient au sommet, etc. Et il y a une façon dans cet accident, non seulement de réintroduire le hasard en bien comme en mal, et ici en mal dans l'intrigue, mais aussi de réintroduire le corps. Et il me semble que tout cet aspect est assez intéressant dans le film, c'est-à-dire le côté lesté qu'il peut y avoir. Lui ne l'est pas tant que ça, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu à travailler, il n'a jamais eu véritablement à sentir le coût des choses aussi, le prix à payer de sa personne physiquement, parce que le travail c'est aussi ça, c'est aussi un labeur physique. Elle, oui, et elle parle un peu de son père, enfin on comprend qu'elle vient d'un milieu défavorisé, elle s'occupe d'enfants défavorisés, etc. Mais il y a aussi tout cet aspect corporel, et me semble-t-il, c'est aussi pour ça qu'elle paye, pas seulement pour ne pas dépendre de son ancien amant, qu'elle va acheter ses vêtements, qui sont ses vêtements de mariage en fait, et qu'elle paye elle-même. Donc il y a tout cet aspect du corps. L'amour n'est pas seulement quelque chose d'éthéré et d'élevé, mais aussi quelque chose de très physique. Et finalement, sa chute à elle nous renvoie à ça. Donc il me semble que dans toute la première partie, avec tout ce style art déco aussi tellement plaisant à l'œil sur le paquebot, toutes ces lignes géométriques, que ce soit le hublot, que ce soit les rectangles comme ça des autres hublots dans la salle toute blanche qui traverse, etc. Tout cela participe de cette esthétique. Voilà, on est attentif aux lignes et à la verticalité, à quelque chose qu'on appelait streamlined à l'époque, cette mode des lignes pures comme ça. Et puis, au moment le plus élevé, au moment où on est à Madère, il se passe quelque chose. À partir de là, il y a la chute. Mais il me semble donc que toutes ces questions spatiales rencontrent le temps au moment de la grand-mère. Et c'est ce rapport au temps complexe qui, pour moi, au fond, définit le mélodrame, définit ce que c'est qu'un mélodrame, c'est-à-dire un film qui est capable d'évoquer la mémoire. Sans mémoire, il n'y a pas de mélodrame. Or, on a 1h30, 1h45 pour fabriquer de la mémoire à l'intérieur d'un film. Alors vous me direz, c'est facile, il n'y a qu'à mettre des flashbacks et puis on a des feuilletés, des couches temporelles différentes. En réalité, justement, c'est pas ce qu'il fait, Mac-Carré, et pourtant, je trouve qu'il crée un feuilleté de temps extraordinaire. Alors, il y a un petit moment de flashback, je vais y revenir, mais déjà, on comprend qu'ils sont sur le bateau pendant un certain temps, mais qu'à partir du moment où ils se rencontrent, il nous est dit qu'il reste 8 jours et demi. Ensuite, il nous est dit qu'il reste à Madère jusqu'à 18h, donc à peu près 4 heures. Ensuite, il se donne rendez-vous dans 6 mois, donc on sait que c'est en juillet, et ensuite on est à Noël, on sait que ça fait 6 mois de plus. Et puis elle dit, si je travaille suffisamment et que je me rétablis, peut-être dans 1 an, eh bien j'aurai le Noël j'aurai ce que je veux pour Noël. Donc en fait, tout le film est entièrement quadrillé par ce temps qui est le temps social, on pourrait dire le temps comptabilisable, le temps extérieur. Mais évidemment, ce qui est beau, c'est que c'est entremêlé avec un autre temps. Et c'est ça, moi, qui me touche dans ce film, et à mon avis, qui a fait que Mac-Carré a choisi aussi de refaire
de refaire son film presque 20 ans plus tard avec d'autres moyens, l'écran large, la couleur, etc., c'est qu'il y a là-dedans, dans l'élaboration de cette épaisseur temporelle, quelque chose de fondamental, de propre au cinéma lui-même, tel que, en tout cas, on peut souhaiter le fabriquer. Pourquoi je dis le cinéma et pas seulement une histoire d'amour avec toute cette épaisseur, cette profondeur temporelle, ou la vie de tel ou tel personnage évoqué par un autre? Parce que la grand-mère qui est détentrice évidemment d'un savoir sur le passé de Michel, que ne peut pas connaître la jeune femme qui vient de le rencontrer, et qui est évidemment, qui évoque elle-même son âge, etc., et le fait qu'elle ne pensait pas vivre jusqu'à 77 ans. Bon, c'est ce personnage-là qui, me semble-t-il, dans la façon dont le film est mis en scène, non seulement valide leur relation de manière très explicite dans ses mots, mais aussi presque comme une sorcière, la tisse. La tisse les guide l'un vers l'autre et leur fait signe que leur union n'est pas seulement ce moment suspendu, ces quelques heures ou ces quelques jours sur le paquebot, mais quelque chose qui peut exister dans le temps. Et il me semble que le moment où il chante, où elle chante au piano avec la grand-mère qui joue, avec le jeu de regard un peu ping-pong, un peu tennis de l'un à l'autre de la grand-mère est absolument clé, puisque le fait qu'on entende la chanson dans sa durée change évidemment quelque chose de l'ordre du temps. C'est-à-dire que le film se ralentit considérablement dans les gestes, les déplacements, voilà. Ce qui fait qu'on peut le trouver d'ailleurs trop lent dans toute sa deuxième partie, mais il me semble que c'est un ralentissement très conscient et que quelque chose est en train d'être transmis entre la grand-mère et la génération des deux qui viennent de se rencontrer dans la durée de cette chanson. Alors évidemment, cette chanson, ces plaisirs d'amour ne durent qu'un instant, qu'un moment, la chanson de la fin du XVIIIe, mais donc évidemment, il y a un sens aussi à ça, à l'hédonisme de Michel, bon, ça on comprend, mais il me semble que c'est plus dans la durée même du morceau de piano, dans le fait aussi qu'il soit interrompu par la sirène de bateau. Moi, je trouve que c'est le moment le plus émouvant, enfin, en tout cas pour moi. Là, cette fois, quand la grand-mère sent qu'ils vont partir et que sans doute c'est la dernière fois qu'elle voit son petit-fils. Et comme par hasard, c'est encore la grand-mère qui parle du temps à venir quand elle dit « ce châle, je vous le ferai envoyer en temps voulu ». Et puis il y a une autre chose qu'elle dit, c'est oui, c'est bien chez moi, c'est un paradis, mais il faut d'abord fabriquer vos souvenirs. Ne soyez pas trop tentés de venir là tout de suite. Sous-entendu, vous êtes encore jeune. It's a good place to sit and remember. C'est un bon endroit pour s'asseoir et se remémorer les choses. Et cette phrase m'a quand même toujours frappée. Il l'a gardée pour le remake qu'il a fait, alors qu'il a changé à peu près un tiers des dialogues. Évidemment, c'est le cinéma, cet endroit. Un endroit pour s'asseoir et se remémorer les choses. Donc il me semble que voilà, pour moi, au cœur du film, il y a ça, il y a cette torsion temporelle, très simple en même temps. Le film n'a pas l'air de faire des grandes acrobaties de ce point de vue-là. On a connu des films avec beaucoup de flashbacks, de temporalité compliquée, ça n'est pas le cas. Et pourtant, il y a ces différents rapports au temps et au passé qui sont inclus. Il y aurait d'autres exemples. Le moment, je parlais d'un flashback qui n'en est pas un, mais le moment où il revient chez la grand-mère et où, posant sa main sur le piano, qui fait quand même penser à un cercueil, voilà, il y a juste le son qui revient et non pas un flashback en image. De même, j'aime bien cette élégance, cette espèce de discrétion comme ça, un peu sèche, et en même temps un certain lyrisme. Par exemple, les fondus enchaînés
quand ils repartent de chez la grand-mère et qu'il y a la mère agitée, qui sont surimprimés sur eux quand ils sont revenus sur le bateau. Voilà, dans l'image, tout est dit, et puis dans le dialogue, il y aura cette phrase, voilà, on a changé de cap, on s'avance dans des eaux agitées. Bon. Donc voilà, le film a cette espèce de discrétion formelle, et en même temps, ce qui me semble faire son prix, c'est ça, cette capacité de créer de la mémoire, et au fond, du coup, de donner à leur relation une profondeur, alors qu'ils ne se sont fréquentés que très peu. Et du coup, on a vraiment envie qu'ils se retrouvent, me semble-t-il. Parce que le temps passé l'un sans l'autre, alors qu'ils ne communiquent pas, devient un temps extrêmement riche aussi à cause de ça, à cause de ce rapport au passé. Alors voilà, c'est la chose que je voulais dire au départ, mais j'aimerais bien que vous preniez la parole et que vous réagissiez au film et que vous me disiez... Oui, le moment où on a envie aussi de les voir se retrouver, c'est le moment de la séparation sur le bateau, qui a été reprise d'ailleurs dans la version plus récente, et que moi je trouve vraiment formidable, les petits regards l'un de l'autre, et de se présenter leurs prétendants. Et c'est vrai que c'est là qu'on comprend finalement qu'ils font des mariages qui ne veulent pas finalement, et qui s'aiment vraiment. Et je trouve, moi, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment envie qu'ils aillent se retrouver après en haut de l'Empire State Building. Mais sinon, moi, il y a un autre moment que j'ai beaucoup aimé, que j'ai bien aimé aussi dans la reprise, c'est le moment où il prend conscience que c'est elle, la personne handicapée, qui s'était présentée. Et je trouve que c'est toujours formidablement joué, et c'est très, très émouvant. Voilà, ces petites scènes que j'ai bien aimées. Cette première partie sur le bateau que vous évoquez, vous remarquez qu'il y a tout un jeu de construction en miroir. Alors le hublot, qui est une sorte de faux miroir, puisque c'est le moment où ils se rencontrent vraiment pour la première fois, mais on pourrait avoir l'impression que c'est un miroir et qu'ils se regardent dedans, puis en fait c'est sa tête à elle qui apparaît, et du coup ça inaugure toute une série de rapports symétriques comme ça entre eux, donc chacun a sa chacune et son chacun de chaque côté, avec le portrait de l'autre. Et tout ce jeu de miroir est assez... évidemment, les deux verres de pink champagne que chacun commande indépendamment, etc. Et évidemment, ça aussi, ça crée la relation, même malgré eux, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la forme, la pure symétrie, le jeu de miroir les apparie, alors qu'eux-mêmes ne savent pas encore ne se sont pas encore choisis. Effectivement, là encore, c'est relativement discret, mais en même temps, ça tient de la mise en scène. Et il y avait d'ailleurs un jeu de symétrie, bon, j'ai oublié. À la fin, quand il découvre le tableau, en fait, oui. C'est à travers le miroir. Enfin, nous, on le voit à travers le miroir. Exactement. Oui, bien sûr. L'apogée de ça, c'est le fait... Alors, est-ce que ce serait le temps déjà de montrer l'extrait que j'ai apporté ? Non, parce que je ne peux pas résister à l'envie de passer un tout petit extrait de l'autre version. Alors, c'est complètement idiot de faire un jeu des 7 erreurs entre deux films. Reconnaissons-le, c'est pas le but de voir qu'est-ce qu'il a repris, qu'est-ce qu'il n'a pas repris. Bon, le film en couleur de 58 est plus long. Et puis, je vous ai dit, c'est avec 2 autres acteurs, et puis c'est en format large et tout ça. Donc, c'est pas la question de la différence. C'est presque la question de vouloir revoir cette scène extraordinaire et de la revoir avec 2 acteurs différents et en couleur. Voilà, si vous permettez, elle dure quelques minutes. Une double fin. Vous avez remarqué qu'en plus il est à droite. je ne vais pas commencer les 7 erreurs, mais en fait c'est génial qu'il ferme les yeux, Cary Grant, à un moment. C'est génial parce qu'il y a plus de larmes. Enfin, on a l'impression que la couleur fait remonter à la surface les émotions, qu'il y a quelque chose de plus physique dans leurs émotions, et que les larmes, voilà, qu'on les voit mieux, qu'on les sent mieux. Enfin, quelque chose de plus lyrique dans leur jeu, mais assez discrètement, et je trouve génial qu'ils ferment les yeux.
Mais en fait, cette question du... Pourquoi j'hésitais sans hésiter une seconde, à inclure ce film dans le cycle mélodrame? Il a une fin heureuse, vous en conviendrez, même si elle ne remarche pas forcément tout de suite. C'est un film qui réfléchit sur la fin heureuse, sur le happy end, me semble-t-il, puisque vous vous souvenez qu'au cœur du film, il y a la chanson. Oui, il y a la chanson que lui dit avoir écrite sans la chanter sur le bateau. C'est ça l'art de la reprise de Mac-Carré. Donc il parle de cette chanson et il n'en a ni vraiment les paroles ni la mélodie, et il lui résume que bon, comment dire, a priori c'est un peu bébête, c'est-à-dire il suffit de souhaiter très fort. Alors c'est traduit désir, mais c'est un peu ambigu. Wish, c'est quand même plus un souhait un peu plus chaste que ce qu'implique désir, mais bon. Donc il suffit de souhaiter très fort et ça adviendra. A priori c'est un peu bête. En réalité, quand c'est articulé avec l'ensemble du film et ce rapport au temps que j'ai essayé de décrire, je pense que c'est quelque chose de presque eschatologique au sens religieux de ce qui peut advenir. On plante une graine d'espérance d'une certaine façon, et c'est évidemment ce qui advient finalement entre eux. Cette question du pour plus tard, de quelque chose qu'on fait et qui ne se réalise pas tout de suite, mais qui peut advenir plus tard. Ce qui fait que, effectivement, elle met en musique la chanson et elle la fait chanter aux enfants avec lesquels elle travaille à Noël. Donc voilà, il y a ce déplacement qui est assez beau dans le film. De même que cette question de la reprise, c'est aussi la question de l'anticipation. Par exemple, quand la petite scène un peu comique avec le petit garçon sur le pont, où elle lui dit « Attention, moi quand j'étais jeune, en faisant ça, je me suis cassé la jambe », et ça tombe un peu à plat, et la conversation la gêne, etc. Et en fait, bien sûr, ça anticipe le fait qu'elle va avoir cet accident. Donc il y a ce jeu, disons, ce travail autour du miroir, dont on a parlé, qui se voit aussi avec le reflet de l'Empire State dans sa vitre, etc. Il est aussi, bien sûr, à l'intérieur du scénario, fortement travaillé. Je voulais juste savoir pourquoi Mac-Carré avait refait le film. Alors lui, ce qu'il dit, c'est qu'il l'aimait. En fait, la raison profonde, c'est qu'il l'aimait. Ce film. On a le droit d'aimer ses propres films. Il n'était pas spécialement arrogant, mais je trouve que c'est une raison suffisante. En réalité, il y a un petit peu eu je dirais pas une mode, mais en tout cas, il y a eu quelques auto-remakes comme ça au milieu des années 50. Il y a L'homme qui en savait trop d'Hitchcock, qui l'avait fait en 1934, qui l'a refait en 1956. Voilà, il y a 2-3 autres exemples comme ça. Donc peut-être que... Bien sûr que du point de vue de l'industrie, si je puis dire, ou de l'évolution des formes à Hollywood, la raison pour laquelle on a beaucoup fait des remakes, c'est parce qu'il y avait désormais le format large et la couleur. Mais en réalité, le refaire 18 ans plus tard ou 20 ans plus tard, ça veut forcément dire le refaire aussi avec d'autres acteurs. Et Mac-Carré aimait beaucoup Cary Grant, par exemple. Si vous voyez Cette sacrée vérité, vous savez pourquoi. Et on voit d'ailleurs qu'il a eu raison de choisir Cary Grant. Donc c'est aussi intéressant pour lui de le refaire avec la génération suivante d'acteurs, d'une certaine façon. Et ça apporte quelque chose, et il me semble que et le format large et la couleur apportent quelque chose. Alors en plus, il a écrit la chanson. Donc à la place de Plaisir d'amour, parce que Mac-Carré, il était un grand songwriter, un grand parolier frustré. Il a écrit des dizaines et des dizaines de chansons avant de faire du cinéma. Il n'a pas pu vraiment embrasser cette carrière, mais par contre, il a écrit la chanson du deuxième, par exemple. Donc voilà, il y a aussi des choses qu'il a aimées, sur lesquelles qu'il a aimé retravailler et sur lesquelles il a aimé se pencher à nouveau.
Et la couleur, alors là on le voit dans la scène, bon c'est pas le paquebot. Le paquebot ça permet beaucoup de choses avec la couleur. Là ce qu'on voit, il me semble, dans la scène, c'est que la couleur apporte presque trop d'informations visuelles du point de vue du décor. On est presque distrait, il y a un côté un peu bourgeois du décor qui apparaît plus quand il y a les couleurs différentes. En même temps, il y a la couverture rouge, par exemple, qu'elle a sur les jambes, qui avant était une couverture à motif dans le film en noir et blanc. Voilà, donc il y a aussi quelque chose de plus marquant dans la force du Technicolor. Mais je voudrais dire que dans la version qu'on a vue, en noir et blanc, moi il y a deux choses dans cette idée de eschatologique, c'est-à-dire de espérer quelque chose qui peut-être viendra plus tard et qui fonctionne avec le travail sur le hors-champ, sur ce qui est contigu au champ mais qu'on ne voit pas. Par exemple l'accident, c'est quand elle sort du cadre, voilà, que tout à coup elle sort du cadre qu'ils se sont fixés eux du rendez-vous, puisqu'elle elle a l'accident. Donc tout ce travail-là du côté différé, de ce qu'on ne voit pas mais qu'on évoque, etc. Il y a aussi la couleur. Il y a au moins 2 fois. Une fois, elle remarque chez la grand-mère, c'est fou comme c'est vert, on dirait que même l'herbe est plus verte ici. Et puis il y a l'histoire de la petite fille qui a un jupon de flanelle rouge, et on le remarque plusieurs fois et on se moque d'elle, etc. Et moi je trouve que quand on évoque comme ça dans le dialogue la couleur dans un film en noir et blanc, voilà, ça, elle a ce même statut de ce que nous spectateurs on ne peut pas voir, mais qu'on a la promesse de voir par le dialogue. Voilà, c'était une petite note en bas de page sur la question du remake. J'ai découvert ce film que j'ai beaucoup aimé, et il y a un plan que j'ai trouvé particulièrement beau, c'est le baiser qui se donne sur le bateau, avec la porte qui masque le personnage, la porte qui est fermée à moitié, avec cette contre-plongée un peu, je crois. Et j'ai trouvé que ce baiser, qui peut-être illustre la chasteté de la relation, de l'idylle, était particulièrement beau. Une autre scène aussi, c'est celle des enfants qui chantent, les 3 petites filles. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des enfants qui chantent, parce que je ne suis pas spécialiste, mais les voix, le chœur est magnifique. Et puis, pour faire le jeu des comparaisons, j'ai vu 2 films récemment. On a l'idée de l'accident et d'une personne qui ne peut plus marcher. C'est dans Quelle était verte ma vallée. L'enfant qui a un accident, il ne peut plus marcher pendant plusieurs mois, Roddy McDowell. Donc, j'ai vu ça il y a 2 jours. Bon, voilà, je ne savais pas. Mais alors, et puis l'idylle de croisière, c'est La Comtesse de Hong Kong, le dernier film de Chaplin, je crois, avec Sophia Loren et Marlon Brando, qui est un vaudeville que je n'ai pas trop aimé. Et là, j'ai vraiment nettement préféré la croisière entre nos deux personnages. Voilà, pour une référence qui n'a rien à voir, mais sauf qu'on est sur une croisière avec et des porte-claques, et c'est pas le genre ici de ce qu'on a vu. Si, mais vous avez raison, c'est une sorte de sous-genre, le film de paquebot. Le film transatlantique, parce que c'est un décor idéal, une sorte de huis clos un peu à ciel ouvert, où à la fois on voyage, on va d'un continent à l'autre, et en même temps on est dans un décor un peu théâtral, comme ça, fermé, et puis souvent riche. Donc ça, dans toutes les années 30, ça a été utilisé, années 30-40. Par exemple, un film qu'on avait passé qui est Un cœur pris au piège de Preston Sturges, où la rencontre entre Henry Fonda et Barbara Stanwyck se fait aussi sur un paquebot. Donc cette idée qu'on a un temps réduit, qu'on a ce temps, cette quinzaine, disons, de la traversée transatlantique, c'est quelque chose que Hollywood a bien exploité assez longtemps. Et sur cette scène, vous avez raison de baiser, puisqu'en fait, il y en a peu dans le film. Et vous avez raison que... disons que il y a un petit hiatus entre le fait que Michel Marnet est désigné comme une sorte de Don Juan, de bourreau des cœurs, de playboy, mais il a une très très grande pudeur. Enfin, c'est aussi ça qui fait la tension du film. Il a une sorte de chasteté, comme ça, de pudeur, d'élégance.
Le jeu de Cary Grant est un peu différent, mais c'est aussi à une autre époque, la fin des années 50. Il y a tout le rôle de la télévision dans le remake, donc il y a un rapport presque à la vulgarité qui est un petit peu différent. Mais là, effectivement, dans cette scène de baiser avec la porte qui se referme, c'est formellement très beau. Et là, je pense que Rudolf Maté, le directeur de la photo, n'y est pas pour rien. C'est presque... Je pense que ça a inspiré Ophuls dans Madame II, où il y a aussi une scène de baiser comme ça, avec une porte mais là où c'est plus clairement, ça les scinde, enfin c'est presque une séparation annoncée. Peut-être qu'un jour on fera un cycle Ophuls, qui sait. Mais en tout cas, j'aime beaucoup aussi cette scène parce que vous parliez de pudeur. Vous avez dit chasteté ou pudeur ? C'est moi qui dis chasteté, je convertis. Non, chasteté aussi. En vocabulaire un peu catholique. Mais en fait, elle est très sensuelle. Et donc là, Mac-Carrey, il a évidemment toute l'expérience de l'économie de ce cinéma des années 30 sous censure, disons sous Code Hays, qui sait très bien suggérer en soustrayant et en cachant. Et donc autant il y a un jeu de miroir, autant il y a aussi un jeu de retrancher au maximum ce qu'on peut retrancher tout en suggérant. Et effectivement, dans ce plan-là, ça marche très bien. Mais il y a une chose tout de même, juste sur Rudolf Maté, que je me disais, c'est que si vous êtes venu voir les films de Capra l'année dernière, etc., vous vous souvenez, vous avez encore dans l'œil le fait qu'à cette époque, c'est vraiment l'époque, la même époque, là on est en 38-39, il y a assez peu de gros plans dans ces films, en général, dans le cinéma hollywoodien des années 30. Quand il y en a un, ça signifie quelque chose. C'est un moment d'émotion, d'amour, d'échange, etc. Et dans celui-ci, et c'est pour ça que j'ai repensé à Rudolf Maté, au fait qu'il avait filmé la Jeanne d'Arc de Dreyer, film incroyable où le visage est vraiment, où le gros plan du visage éprouvé, pleurant, extatique, tellement il pleure. Enfin, c'est une sorte de paysage et c'est central dans le film. Et du coup, ici, tout à coup, j'ai remarqué qu'il y avait énormément plus de gros plans que dans un film de cette époque. Alors, on ne le remarque pas forcément parce que nous, aujourd'hui, on voit des films avec beaucoup de gros plans. Pour voir les émotions, c'est simple. C'est simple, c'est pas simple, mais chez Bergman ou d'autres, on les voit sur le visage. Il y a quelque chose de météorologique. Mais là, c'est assez étonnant, je trouve, pour cette période, d'avoir autant de gros plans du visage de Irene Dunne en particulier. Et beaucoup de ses regards vont vers le haut, toujours dans ce fil de la verticalité et de l'élévation ou de l'espoir. Il y a beaucoup de moments où elle regarde vers le haut. Il est souvent question de up ou down, avec bien sûr aussi la question, le moment dans l'Empire State où le garçon d'ascenseur dit vous descendez, non, vous descendez, non, vous descendez, non, oui, voilà, il descend. Donc cette question de regarder vers le haut ou de retomber passe aussi par la direction du regard. Et finalement, elle ne cesse jamais, d'une certaine façon, d'espérer. Même quand elle se tient à justement cette pudeur morale qui passe un petit peu difficilement aujourd'hui, à savoir ne pas retourner vers l'homme qu'elle aime parce qu'elle est handicapée. Ce n'est pas forcément des mœurs aujourd'hui qu'on approuverait. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé cette version-là, que j'avais jamais vue. Après, l'autre version, je l'ai vue il y a longtemps, donc je me souviens pas de tout. Et je trouve que le couple Boyer-Dune fonctionne super bien. Et d'ailleurs, je suis même agréablement surpris parce que Charles Boyer, c'est toujours un acteur que je trouvais quand même un tout petit peu fade. Là, je trouve pas, parce que je trouve qu'il y a un super équilibre, en fait. Avant les années 40, quand même, avoir un côté aussi, je dirais, équilibré entre l'homme et la femme est assez fort, surtout quand, en plus, l'homme est présenté dès le départ comme étant le don Juan à qui tout réussit, etc. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, Irene Dunne est vraiment très, très bien. Et l'autre truc qui m'a frappé dedans,
Alors après, c'est pas propre à ce film-là, mais c'est vrai que quand même, Léo McCarey, il a une manière de faire des films. Enfin, c'est super bien écrit, super bien rythmé. Il n'y a pas de gras. C'est vraiment, c'est un modèle, quoi. Franchement, je trouve que c'est vraiment un film super agréable à voir. Et vous parlez d'harmonie. Alors, le scénario est coécrit par Delmer Daves, qui par ailleurs a aussi fait beaucoup de films très intéressants, dont Les Passagers de la nuit, mais qui a d'abord été scénariste, et par un autre qui s'appelle, je ne sais plus, Stewart. Donc, c'est pas uniquement McCarey. Mais en termes d'écriture, il faut ajouter l'expérience de McCarey dans le muet. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces cinéastes, vous en avez un peu parlé pour Capra, qui ont tout un début de carrière dans le muet, d'où le fait, notamment pour les gags, mais pas seulement, qu'il y a plein de scènes où c'est purement visuel. Et où, par exemple, ces scènes où ils sont un peu dos à dos, avec chacun leur table sur le paquebot, espèce de gag visuel. Voilà, il y a plein de moments où il n'y a pas besoin des dialogues pour, en fait, faire avancer le récit ou faire gag. Et il me semble que, justement, il invente quelque chose dans le mélodrame avec cette fin à la fois heureuse et à la fois très émouvante, très mélodramatique, mais qui est un jeu de regard, un jeu de toucher, parce qu'il y a aussi le jeu de la main, quand ils se disent au revoir et qu'elle laisse sa main comme ça tendue au-dessus du canapé, comme si elle voyait bien que ce départ elle ne le souhaitait pas. Enfin, voilà, et tout ça, tout ce travail de la gestuelle, il vient aussi du fait qu'il a été capable longtemps de faire des films sans la béquille des dialogues. Mais la première chose que vous disiez, oui, sur l'alchimie, disons, entre Charles Boyer et Irene Dunne, effectivement, je pense que ce qui marche, c'est qu'on nous dise que lui est un playboy, mais en réalité, on ne le voit pas vraiment séduire d'autres femmes. On le voit, lui, la séduire presque grossièrement, en disant voilà, je m'inquiétais, il n'y avait pas une seule belle femme sur ce bateau, ça ne va pas rembourser, etc. Et en fait, tout de suite se prendre un râteau. Donc c'est extrêmement satisfaisant pour nous. Et quand il dit je vais aller promener ma fierté, je vais aller faire du bingo, je vais aller jouer au loto. Voilà, on voit tout de suite le séducteur, on ne le voit que d'effet. On ne le voit pas à l'œuvre avec d'autres femmes, et ça, c'est assez malin. Alors qu'elle, on la voit avec énormément d'œillade. Et ça, c'est tout le gag du début de ce qu'il y a écrit sur le télégramme, en fait. Et qui est limite salace, quoi. Et qu'elle garde par devers elle, donc c'est plutôt elle qui au départ y va très très fort sur le côté Lubitsch, enfin sex comédie, voilà, avec aussi d'ailleurs la symétrie des télégrammes. Quand on parlait du fait qu'ils sont construits en miroir, ils reçoivent aussi chacun leur télégramme, et les télégrammes ça part au vent. J'ai même pensé qu'il y avait une référence au Magicien d'Oz, film dans mon souvenir de 1937, donc, parce qu'il y a toute une histoire de vent. Vous savez que c'est le vent qui emporte une brise qui emporte la maison de la petite fille, et puis il y a des allusions comme ça avec le coup de vent, il me semble, avec les télégrammes. Alors justement, si vous avez encore 2 minutes de patience, je vous ai amené un petit extrait d'un film que je vous recommande, qui est un film de John Stahl qui s'appelle Veillée d'amour, qui a été tourné la même année mais après ce film-là, justement pour réapparier Charles Boyer et Irene Dunne. C'est aussi un mélodrame, mais c'est aussi un mélodrame qui commence comme une comédie. Et lui joue encore un Français, parce qu'on est obligé de lui faire jouer un Français vu son accent. Et c'est un pianiste qui va déjeuner dans un petit boui-boui, qui tombe amoureux de la serveuse, mais c'est un jour de grève, il va donc la suivre dans le lieu où elle va militer, et il va lui-même rentrer avec sa carte de travailleur pianiste dans ce lieu de gréviste, et puis il l'attend et ils vont se promener ensemble. C'est à New York. Donc c'est Veillée d'amour de John Stahl.
Bon, vous voyez qu'il y a un point commun, c'est qu'on sent déjà que c'est 72 heures où il va être là, voilà, ça prépare le mélodrame, mais on est encore dans la partie légère, quoi. Et donc j'aime bien ces films où on passe de la légèreté à une forme de gravité. Donc vous regarderez pour savoir la suite. Mais en parlant de gravité, je vous ai aussi passé cet extrait pour ce dialogue que j'adore et qui est que dans la vie, tout le monde veut jouer du piano, mais personne ne veut déménager le piano. Elle parle politiquement et socialement, elle parle des ouvriers, je pense qu'elle parle de la classe ouvrière. Évidemment que la différence de classe, c'est un motif récurrent du mélodrame, hein, c'est souvent ce qui sépare les deux personnages. Sauf qu'en fait, cette idée de tout le monde veut jouer du piano, mais personne ne veut le déménager, me semble-t-il, peut aussi s'appliquer dans les affaires de couple, dans les rapports hommes-femmes. Et il me semble que McCarey, alors là c'est John Stahl, hein, c'est un autre grand réalisateur, mais lui complètement oublié de mélodrame des années 30. Mais j'aime bien cette idée que le rapport amoureux est aussi un travail. Il me semble qu'on le voit de manière différente dans Elle et lui, mais évidemment le fait que les deux soient des gens entretenus, au fond, soient des oisifs, et que pour se retrouver, pour faire couple, ils doivent apprendre à travailler, ça en fait un film, pas un film social, c'est vraiment à l'arrière-plan, mais c'est quand même important, avec ce point de bascule entre être artiste-peintre et être peintre en bâtiment. Oui, je rebondis pas sur ce que vous venez de dire, mais dans la version avec Cary Grant, là où il ferme les yeux à la fin, ça me fait penser aussi qu'il y a un truc, je parlais de symétrie, mais il y a un truc qui est assez asymétrique quand même, et qu'on ressent bien lorsqu'il ferme les yeux, c'est-à-dire qu'en fait, là, il prend conscience que finalement, elle a toujours eu confiance en lui, et quelque part, elle a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il revienne sans le faire dans des conditions où elle était diminuée, alors que lui, en fait, à partir du moment où elle lui avait posé ce qu'il considérait comme un lapin en face de l'Empire State, il était plus dans une démarche où, quelque part, il se sentait dévalorisé de s'être fait plaquer. Et il voulait juste aller creuser le sillon jusqu'au bout, parce que c'est assez sadique, en fait, sur la manière dont il pose les questions, là aussi en miroir, en lisant pour voir jusqu'à quel point elle pouvait mentir, en fait, là-dessus. Et quand elle voit ça, il se dit, mais en fait, c'est moi qui suis con, je me suis même pas imaginé que, en fait, elle avait été sincère, mais qu'il s'était passé quelque chose, parce que finalement, il n'a jamais essayé d'aller la rechercher par ailleurs. Il a pris le bottin à la fin, et que finalement, grâce à sa grand-mère, qui a réussi à jouer l'entremetteuse grâce à son châle, quoi. Oui, alors c'est très important, cette inversion des rôles, cette inversion ironique des rôles dans la conversation finale. Et je la trouve très belle. Alors vous dites, c'est pour voir jusqu'à quel point elle mentirait en disant qu'elle y allait. Moi, plus je le vois, plus je pense pas. Je pense que ça participe de la même pudeur que la porte fermée, etc. Où en fait, chacun sait ce qui s'est passé, mais ils inversent, pas pour voir jusqu'où l'autre mentira, mais pour pas dire à l'autre directement, mais en fait, t'es pas venu. Et donc c'est encore un acte d'amour pudique, si on veut, me semble-t-il. Mais c'est vrai que pour qu'il y ait ce moment poignant, du verbe poindre, quoi, il faut quelque chose se déchire d'une certaine façon. Et il faut que cette pudeur qu'on a louée, cette élégance, ce côté glissant, etc., qu'on a loué pendant tout le film, à un moment, mais on a envie que que quelque chose soit percé. Et pour ça, il me semble que c'est pour ça que quand il ferme les yeux, pour moi, ça fonctionne comme ça. Quand il ferme les yeux, voilà,
pour moi, c'est comme de voir quelqu'un de dos. Vous allez me trouver un peu dérangée du point de vue du rapport au corps, au schéma corporel, mais je pense que dans la mise en scène, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un jeu dans cette longue scène, hein, elle dure longtemps, je ne sais plus si c'est pas 17 minutes, le temps des grands ballets dans les comédies musicales. Dans cette longue scène, on la voit de dos, on le voit de dos. Enfin voilà, il y a un jeu entre le chant contre chant, entre elle qui est coincée sur le canapé, lui qui tourne autour, mais en fait qui comprend pas pourquoi elle ne se lève pas. Il est quand même bon. Il a le comprenoir, voilà. Et donc en fait, le fait qu'il ferme les yeux, c'est une fois de plus, c'est le dos par rapport, pour moi, par rapport à la femme de face qu'il a peinte et que donc on voit dans le miroir. Mais ces yeux fermés, c'est aussi les yeux fermé par Cary Grant quand il met la main sur le piano. Je ne suis pas sûre que... je crois qu'il ne ferme pas non plus les yeux, Charles Boyer, si, quand il va sur le piano et que la grand-mère est morte. Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, ce que je veux dire par rapport à ça, voilà, dans ce que vous appelez l'asymétrie, mais que vous situez même à l'intérieur de ce plan, où il ferme les yeux et où il y a le tableau à sa droite dans la scène avec Cary Grant et à sa gauche dans la scène avec Boyer, c'est qu'en fait, je pense que c'est le rôle du châle dont on n'a pas parlé, mais qui est à la fois le linceul de la grand-mère et à la fois sa transmission et à la fois sa présence fantomatique dans le plan. Et donc le fait que le fantôme, c'est la grand-mère, mais c'est aussi la tante, enfin c'est aussi l'amante qui est morte sans être morte, enfin qui est handicapée, mais qui est devenue à moitié, littéralement à moitié morte d'une certaine façon, et en même temps en latence. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Il me semble que le châle matérialise ça, et que cette attente phosphorescente, quoi, cette attente active qui se concentre dans le châle blanc. C'est ça, c'est cette espérance, c'est ce côté différé des retrouvailles, et ça fonctionne aussi en contraste avec la couverture rouge, quoi, très agressive. Donc il y a des possibilités que permet la couleur et dont on a l'impression qu'il y a réfléchi dans la deuxième version. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup que la grand-mère revienne à la fin. Parce que cette scène vraiment où elle joue du piano, pour moi, elle est clé dans le sens où dès qu'elle rencontre Terry, elle lui dit quelque chose, même en l'absence de Michel. Et il se transmet quelque chose de cette femme à cette autre femme qu'elle n'a jamais rencontrée, qui est immédiat. Et d'où, à mon avis, la présence de la logeuse aussi dans le film, qui est un peu bizarre. On se dit pourquoi cette scène et en fait, qu'est-ce qu'elle dit, la logeuse ? Oui, je suis heureuse. J'ai pu, mon mari m'a quittée, j'ai 5 enfants, mon business marche pas, etc. Et où en fait, c'est aussi un discours qui éjecte l'homme d'une certaine façon et qui va directement à la femme, même si après elle dit mais parfois les mariages marchent, etc. Et donc il y a une symétrie là, me semble-t-il, avec le personnage de la grand-mère sur un tout autre, sur un ton plus comique et aussi plus trivial. Le personnage est plus trivial, mais c'est quand même ce personnage qui ferme la porte et qui inaugure la dernière scène en fermant la porte. Donc voilà, les femmes d'un certain âge sont très importantes dans les films de Macaret. J'ai même écrit un article là-dessus il y a longtemps. Si vous vous souvenez de l'extravagant Mr. Ruggles qu'on avait passé l'année dernière comme film qui n'était pas de Capra, mais dans le cycle de Capra, c'était donc un film de Léo Macaret de 1935, et il y a un personnage aussi de grand-mère haut en couleur, de grand-mère de western, qui fume le cigare et qui est très... qui sait beaucoup de choses sur la vie, notamment amoureuse. Et puis bien sûr, il y a un très grand film de Macaret qui est directement un mélodrame et qui est Place aux jeunes, Make Way for Tomorrow, où c'est l'histoire d'un couple, cette fois-ci âgé, qui, parce qu'on l'expulse de sa maison, doit aller habiter chacun chez l'un de leurs enfants. Donc en fait, ils sont séparés à la fin de leur vie.
Je sais pas pourquoi on n'a pas passé, parce qu'on pouvait pas passer tous les mélodrames de Mac-Carré. J'ai l'impression que le rythme de Mac-Carré, parce que c'était un musicien, il se mettait à jouer quand il a beaucoup improvisé, paraît-il, sur les tournages, et donc il se mettait à jouer au piano pour se détendre et pour laisser les idées venir. Et il me semble qu'on sent son rapport à la musique, mais aussi qu'on sent sa musicalité dans le rythme. Or, c'est un rythme qui joue beaucoup avec les moments de silence, de latence, justement. Et peut-être aussi, ça crée une forme de silence. C'était Bresson qui disait le cinéma parlant a inventé le silence. Et je crois que Mac-Carré, il s'en sert ici, dans ce film-ci aussi. Donc... Au bout de la fin. Fin de la soirée. Merci beaucoup. Alors Charlotte, merci beaucoup. Mais on te retrouve donc le 4 février pour Lettre d'une inconnue de Max Ophuls. Oui, alors là, il va aussi neiger. Venez.